Bonjour. Alors, le titre de cette session, qui est Société arctique et système de connaissances, a été choisi, en fait, pour que soient mis à un même niveau de conceptualisation les savoirs autochtones et les connaissances des scientifiques. Il s'agissait donc d'un choix qui était profondément ethnologique et anthropologique et qui avait pour but, et qui a pour but, de montrer en fait que le terme de système convient aussi parfaitement à une pensée autochtone, qui est une pensée qui est aussi très conceptualisée. Alors pendant cette session, vous allez avoir on va vous présenter 5 communications sur des thématiques très larges, puisqu'elles recouvrent en fait de nombreux champs des sciences humaines et sociales. Donc Michel, tu présentes la première publication. Bonjour, je voudrais vous présenter mon collègue Dominique Sanson, qui est maître de conférence à l'INALCO, c'est-à-dire à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il est membre du Centre de recherche Europe-Asie et ses travaux portent essentiellement sur les relations entre les États et les peuples minoritaires en Sibérie nord-occidentale. J'aimerais ajouter qu'il a été choisi ce thème de l'éthique parce que les doctorants et les chercheurs sont soumis en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, au Québec, au respect d'une charte éthique exigeante, je souligne le qualificatif, une charte éthique exigeante dès lors que les recherches s'effectuent en milieu amérindien ou en milieu inuit. Il semblait important de poser la question en Sibérie, là où les règles éthiques sont peut-être un peu plus lâches, mais je ne suis pas spécialiste de la Sibérie. Merci Michel. Bonjour à tous et merci. Donc je voulais vous parler aujourd'hui effectivement des relations en Sibérie nord-occidentale, plus précisément, puisque c'est mon terrain, entre les autorités locales, entre le pouvoir et les communautés autochtones avec lesquelles je travaille. Il faut savoir que le 18 septembre 2008, la Fédération de Russie a posé les bases de sa politique dans l'Arctique avec un texte où elle parle de l'utilisation de l'Arctique comme base stratégique de ressources, de façon à permettre les projets de développement socio-économique de la Fédération de Russie. Elle parle aussi du maintien de l'Arctique comme une zone de paix et de collaboration. Et la Fédération de Russie parle aussi d'une sauvegarde des systèmes écologiques uniques. Et enfin, de l'utilisation de la voie maritime du Nord comme voie de communication, puisqu'on annonce que les eaux seront libres, entre guillemets, dans quelque temps, et que beaucoup de richesses se trouvent là. Alors pourquoi un tel texte ? Je vous donne le point de vue russe, le point de vue officiel. C'est que la Russie a pris un grand retard ces dernières années à cause de sa situation intérieure par rapport aux autres puissances. Et elle veut donc de nouveau montrer sa présence à travers sa souveraineté arctique. Elle veut d'autre part éviter toute militarisation du territoire arctique, puisqu'elle est bien consciente qu'il peut y avoir, à partir du moment où les eaux seraient libres, des flottes de pêche, mais qu'il peut aussi y avoir des flottes militaires. Et elle affirme, en tout cas c'est ce qu'affirmait Vladimir Poutine en 2010, que l'Arctique est un territoire, ou doit être en tout cas un territoire de dialogue. Et enfin, et ça me conduit à mon sujet, le troisième point, ou la troisième raison donnée par la Fédération de Russie, c'est d'anticiper et de pallier les modes de vie traditionnels des sociétés arctiques qui pourraient disparaître si véritablement tous les pronostics annoncés se réalisaient et qui rendraient donc ces modes de vie arctiques impossibles désormais. Donc la Russie veut absolument anticiper. Et c'est une manière de rappeler, évidemment, pour la Russie, parce que souvent elle n'en est pas consciente elle-même, mais pour le rappeler aussi au monde, que l'Arctique, c'est un espace d'interaction culturelle et que les relations entre le pouvoir russe et les communautés arctiques sont très anciennes en Russie, puisque dans les chroniques russes médiévales, déjà au XIe siècle, on a des peuples qui sont nommés comme vivant dans des pays de demi-nuit, dont 2 des peuples avec lesquels je travaille, les Nenets et les Khanty.
Et c'est donc un souci qui apparaît depuis quelque temps, depuis que l'Arctique est au centre des préoccupations au niveau international. Il faut savoir que en 2000, la Fédération a reconnu sur son territoire 45 peuples minoritaires autochtones. Sur ces 45, alors il faut savoir qu'un peuple minoritaire autochtone, c'est moins de 50 000 individus en Russie. Et sur ces 45 peuples minoritaires, on a 40 peuples du Nord, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Et parmi ces 40 peuples, 11 vivent en zone arctique ou subarctique. En ce qui concerne donc mon propre travail, je fais essentiellement des terrains, donc, comme je vous l'ai dit, en Sibérie nord-occidentale, c'est-à-dire avec les nénets de la toundra, donc en milieu arctique, et puis avec les Khanty et les Mansi, qui, eux, vivent dans les taïgas subarctiques. Voilà donc justement des Khanty, parce que je pense que c'est important évidemment que vous visualisiez un peu les peuples en question, sachant que la plupart des Russes eux-mêmes, très souvent, sont assez peu renseignés sur ces peuples, et notamment quand ils habitent sur place, parce que vous savez qu'on va travailler en Sibérie pour gagner plus d'argent, il y a un flux migratoire extrêmement important, et je suis toujours frappé de voir que moi, en tant qu'étranger, même si évidemment je suis un peu spécialisé, mais en tant qu'étranger, je connais un certain nombre de choses que la plupart des Russes vivant sur place ne connaissent absolument pas. Donc, outre le rapport du pouvoir russe avec les communautés arctiques, je travaille aussi depuis quelque temps sur les questions religieuses, et j'ai notamment mon dernier terrain en décembre 2011-2012 était dans une communauté pentecôtiste en pays Khanty, pour tenter de comprendre pourquoi des autochtones aujourd'hui pouvaient se convertir. Mais je continue aussi à collecter des chants personnels et des récits de vie. Je vous lirai quelques extraits tout à l'heure, puisque, évidemment, mes recherches, puisque plusieurs chercheurs ont parlé ici de leurs travaux, moi, mes recherches sont évidemment le fruit de mes propres analyses, de mes propres observations, mais c'est avant tout, je pense, la parole des gens avec qui je travaille et qui, d'une certaine façon, grâce à leur savoir, grâce à leur mémoire, me permettent justement d'avancer dans mes propres recherches, en sachant que c'est donc un travail commun qui est parfois difficile, parce que le régime soviétique a évidemment annihilé toute une partie des savoirs. Il y a aussi, de toute façon, une acculturation, une assimilation, qui fait que parfois un certain nombre d'autochtones ont perdu leur culture. Donc aujourd'hui, je voudrais avec vous dresser un état des lieux de la Sibérie nord-occidentale à travers ces 3 communautés avec lesquelles je travaille. Donc les nénets de la toundra qui donc vivent le plus au nord, le long de la façade arctique, qui sont 44 640 pour dire les chiffres exacts, en sachant, bon, le dernier recensement c'est 2010, mais en sachant que les chiffres en Russie ne veulent pas dire grand-chose, puisque, comme l'a dit Annick Corcharin hier, souvent on demande à quelqu'un de quelle nationalité il est, et d'un recensement à l'autre, il peut changer de nationalité. C'est assez souple. Donc ce sont des nomades, éleveurs de rennes, qui vivent donc dans l'Arctique. La plupart, 80%, vivent encore dans la toundra, que ce soit a priori dans des campements traditionnels ou dans des villages, et ils nomadisent, pour ceux qui ont encore des troupeaux, avec, donc vous voyez, le tchoum, c'est-à-dire la tente des éleveurs de rennes nomades. Ils sont confrontés non seulement au problème de l'expansion industrielle de la Russie, mais aussi aux missions, qu'elles soient orthodoxes ou protestantes. Alors orthodoxes, ils ont l'habitude. Protestants, c'est un peu plus nouveau. En tout cas, vous voyez ici un prêtre orthodoxe qui est en train de prêcher en milieu nénètse. Il y a aussi les nénètses des forêts, alors eux qui vivent dans la taïga, ils sont donc plus au sud. Ils ne sont que 800 au dernier recensement, c'est donc très, très peu. Ils ont une situation assez compliquée et vivent essentiellement à côté des Khanty. Vous voyez donc une photo là du village de Kichevsk où en fait se déroulent des jeux de l'ours, un rituel qui a toujours été fait, même à l'époque soviétique. On chaussait les skis après le travail au kolkhoz, on partait dans la taïga faire le rituel, mais c'est un rituel qui a été interdit dans les années 30 et qui aujourd'hui est passé du religieux au plan identitaire. Ces Khanty vivent le long de l'Ob, sur la rive orientale de l'Ob. Ils sont 30 943 et ils sont semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils vont d'un village saisonnier à un autre.
Vous avez donc justement, même aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux qui mènent un mode de vie traditionnel, puisqu'il faut savoir que, bien entendu, il y a une politique de russification sous l'Empire, de soviétisation sous l'Union soviétique, mais dans la Fédération de Russie, il y a eu quelques progrès, qui sont extrêmement relatifs et qui tendent, me semble-t-il, à diminuer. Mais enfin, il y a eu au moins une période dans les années 90 où les choses ont été facilitées pour ceux qui voulaient revenir justement dans la toundra ou dans la taïga et mener un mode de vie traditionnel. Il y avait même 20 000 roubles qui étaient donnés à chaque naissance dans une famille vivant un mode de vie traditionnel. Là, vous voyez deux types justement d'habitat. Le tchoum, qui est en train d'être monté par la famille, et puis la maison de bois, là c'est chez les Khanti de l'Est. Les Mansi qui eux vivent, ils sont très proches des Khanti linguistiquement et ils vivent sur la rive occidentale, eux, de l'Aube. Ce sont ceux qui ont le plus souffert, je dirais, de la colonisation. Alors en sachant que je parle de colonisation, mais qu'évidemment du côté russe, on ne parle pas forcément de colonisation. On parle de zavoyevanie, enfin de conquête ou de pakarienie, ce genre de choses. Cela étant dit, il y a quand même un certain nombre de traits qui permettent d'employer ce mot. Les Mansi, donc, étant les premiers derrière l'Oural, sur le chemin des Russes vers l'Est, ils ont été les premiers dès le XVIIe en fait, à être dépouillés de leur territoire et à devoir vivre pour un certain nombre, hormis les groupes septentrionaux, comme des paysans russes, c'est-à-dire des éleveurs. Là, on voit justement un village dans l'Oural polaire avec des pots de rennes. Ils vivent de chasse et de pêche, mais ils sont simplement 40% à vivre encore en milieu rural, c'est-à-dire dans la taïga. Alors, les trois grandes étapes, me semble-t-il, pour introduire un peu ce que je voulais dire, sur les expériences innovantes des autochtones aujourd'hui sur fond de développement et sur l'éthique qu'ils essaient de mettre face au développement parfois barbare de l'industrie, c'est la christianisation, la soviétisation et donc l'industrialisation. Alors là, je vous ai mis cette photo parce que précisément, c'est quelque chose qu'on ignore trop souvent, c'est qu'il y a eu des écoles missionnaires et paroissiales et que je me bats toujours, y compris avec les étudiants, pour bien leur faire comprendre que les missionnaires ont eu un effet. Alors, ils n'ont pas eu l'effet escompté, puisqu'effectivement, on demandait un ostiak, c'est-à-dire l'ancien nom des Khanti, un missionnaire lui demandait, mais alors quand on dit dans le Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, ça veut dire quoi? Et alors l'ostiak réfléchissait 2 secondes et puis avait répondu, ça veut dire délivre-nous du chef de la police locale. Puisqu'évidemment, pour eux, il n'y avait pas pire mal que ce chef-là. Donc, ils n'ont sans doute pas réussi à faire de bons orthodoxes, comme certains auraient pu le souhaiter. En revanche, ils ont eu vraiment un grand rôle, je dirais, à partir du moment où on voit que dans les représentations religieuses autochtones, un certain nombre des attributs des Cosaques, par exemple, ont paré tout à coup les divinités ougriennes, qui se sont retrouvées à cheval, avec des bottes, avec des uniformes, du tabac, de la vodka. Bref, tous les symboles du pouvoir russe, puisque ce sont des sociétés qui n'ont pas de chevaux. Le rituel de l'ours dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pareil. Alors que l'ours est vénéré dans toute la Sibérie, là, dans cette zone qui a été christianisée dès le XVIIIe siècle, on s'aperçoit que l'ours n'est plus seulement un gibier, ou il n'est même plus du tout un gibier, il est avant tout un fils céleste descendu du ciel et mis à mort par les hommes, et fêté par les hommes, pour qu'il revienne et apporte la chance à la chasse. Une des choses aussi qu'on peut voir, c'est dans la littérature orale, ce sont un certain nombre de thèmes de la Bible, puisque finalement, lorsque ces missionnaires sont venus prêcher, ils racontaient des histoires pour intéresser les autochtones. Et ces histoires, finalement, ont été réinterprétées sous forme de légendes ou de contes. Et là, sur la photo que je vous ai mise, on a justement 3 personnes. Vous avez le père Szymanowski, bien sûr, qui est avec la croix. Mais vous avez 3 étudiants qui vont en fait devenir Nogo Khatanziev, qui vont devenir en fait les premiers intellectuels nénets du Nord à l'époque soviétique, mais qui ont été précisément formés à l'école paroissiale. Et quand je disais qu'il y avait des influences importantes des missionnaires, malgré ce qu'on dit, il y a justement des explications, par exemple, pour expliquer pourquoi on n'a pas d'écriture. Puisqu'évidemment, lorsque les missionnaires sont arrivés avec la Bible, c'était un gros livre, on ne savait pas ce que c'était vraiment. On a essayé de réfléchir, de trouver une explication à ce livre. Et donc là, il y a un texte qui a été collecté à la fin du 19e par un Finnois, Alkvist, et qui raconte justement pourquoi ces peuples du Nord n'ont pas d'écriture. Dans des temps anciens, un ostiak et un russe se rencontrèrent dans la taïga. Ils virent de loin qu'ils étaient
à vos souhaits, qu'ils étaient vêtus à l'identique, avec chacun des couteaux aux longs manches, de larges skis et des bottes de fourrure. Ils allèrent au-devant l'un de l'autre. Mais ils avaient beau échanger, ils n'avaient pas trouvé de mots communs. Soudain, ils virent 2 papiers tomber du ciel. « Nomieshin, Dieu a parlé », songea l'Ostiaque. « Dieu a envoyé des lettres », dit le Russe qui les désigna du doigt à l'Ostiaque. « Toi, qu'ont dit le maître de la taïga, choisis le premier. » Brusquement, ils entendirent un craquement, un grognement. C'est le véritable maître de l'Ourman. Alors, l'Ourman, c'est une espèce de relief qui surplombe en fait un marais, un relief avec des conifères essentiellement. C'est le véritable maître de l'Ourman qui était fâché et donnait de la voix, donc comprendre l'ours. Le Russe prit son arme et l'Ostiaque son couteau. L'Ostiaque leva le papier et le posa sur un tas de bois mort afin de ne pas le froisser et de le reprendre plus tard. Le Russe cacha tout de suite le sien contre sa poitrine et marcha sur l'ours. En dépit de langues différentes, un chasseur comprend un chasseur sans mot dire. L'Ostiaque va en renfort. Ils tuèrent l'animal. L'Ostiaque retourna au tas de bois mort, mais les lettres n'y étaient plus. Malgré le calme, pas une brise. Il regarda si le vent n'avait pas soufflé, mais aperçut l'empreinte fraîche d'un élan ainsi qu'un petit tas de papier mâché. L'Ostiaque raconta la chose à un pope russe, et celui-ci lui affirma que, assurément, à ses paroles, il n'y avait pas de lettres Khanty parce que l'élan les avait mangées. C'est pourquoi les Ostiaques ont appris à lire et à écrire à la russe. Avant cela, tous étaient analphabètes. Donc on voit que par leur présence, finalement, les missionnaires ont véritablement influencé la littérature orale, la vision du monde des autochtones, et qu'ils ont finalement facilité le travail des Rouges, qui viendraient par la suite avec leurs écoles. L'autre étape, c'est la soviétisation. Donc là, vous avez une image à la base culturelle de Sartinia. Alors, une base culturelle, c'est un avant-poste des pouvoirs soviétiques qui est mis dans la taïga ou dans la toundra et qui est supposé répandre les idées du socialisme parmi les peuples autochtones. Et donc, là, vous avez cette image qui est évidemment une image idéale et qui est peut-être celle des années 30, d'une certaine façon, celle des années 20, pardon, puisque dans les années 20, on a une période relativement positive où il y a vraiment un essor des cultures nationales, où on va créer les abécédaires pour ces populations. Et c'est à partir de la fin des années 20, dès le début des années 30, que là, véritablement, il va y avoir un durcissement du régime, de la politique, c'est-à-dire qu'on va appliquer la grille de lecture, lutte des classes, etc., à ces sociétés autochtones. Et du coup, là aussi, même si ce sont des événements qui datent des années 30, je vous en parle aujourd'hui parce que la recherche, et je ne suis évidemment pas le seul, mais la recherche récente a permis de combler certains vides que l'histoire, finalement, avait enfouis, parce que à la fois les autochtones ne voulaient pas en parler et parce que le régime ne voulait pas en parler, c'est-à-dire la résistance à la soviétisation dans les années 30. Très souvent, on ignore qu'il y a eu véritablement un soulèvement d'hommes armés contre le pouvoir soviétique dans ces régions, que ça a été écrasé très violemment. Et il y a des textes depuis qui ont été écrits là-dessus. Et je voulais vous en lire un extrait, justement. C'est au moment où, en fait, une délégation soviétique a été assassinée, en décembre 1933, rituellement, sur une colline, par des Ostiaques et des Nénètes. Et ces cadavres qui vont être découverts en 1934, donc vous voyez justement sur la première photo, pour ceux qui lisent le russe, que c'est le 4 mars que ça a eu lieu, cette cérémonie. Cela va déclencher, donc, comme je vous le disais, un commando expéditif qui va se répandre dans toutes les taïgas à la recherche des coupables. Et beaucoup de gens vont y laisser la vie, vont être mis en camp. Et c'est une période, évidemment, qui a beaucoup marqué les esprits. Et la seule qui en a parlé finalement dans les années 70, c'est une Tatiana Moldanova. Elle a écrit là-dessus, et c'est uniquement parce que sa grand-mère lui en a parlé avant de mourir. Elle ne voulait pas mourir sans lui avoir raconté cette histoire. Donc là, je vais vous lire un texte, juste un court extrait, d'Ermey Aipin, qui est le second écrivain Khanty à avoir écrit sur cet épisode tragique, et qui lui-même a été dans les archives aussi pour voir véritablement ce qui s'était passé. Puis elle se souvint de la matraque de Mélèze que son fils avait extrait de la neige. Manifestement, les Rouges l'avaient perdue par inadvertance dans l'ornière, lors d'un chaos du traîneau. La matraque était découpée dans le tronc d'un jeune Mélèze, mal taillé, les rameaux mal coupés, l'écorce intacte. C'était à l'évidence pour qu'elle fût bien rugueuse, afin qu'elle extirpât du corps en même temps que le sang des lambeaux de chair vivante de celui qui était puni. Les Rouges n'étaient pas sans ignorer que le mélèze est l'arbre le plus résistant sur cette terre. Il brûle mal dans le feu, ne rompt pas sous le gel, pèse plus que le fer et la pierre. C'est sûrement pourquoi les Rouges avaient décidé d'extorquer la vérité aux plus résistants avec des matraques de mélèze,
de réprimer les plus forts des Ostiaques rebelles qui avaient risqué de désobéir et de se soulever contre eux pour libérer leurs terres. Lorsque les Rouges avaient le dessus, ils se moquaient, insultaient. Les matraques de Mélèze vous apprendront à vous battre pour la liberté. Vous vouliez vous libérer des Russes rouges? Vous vouliez la liberté? Eh bien voilà des matraques de Mélèze pour vous. Enivrez-vous de leur parfum. Elles exhalent le parfum du sang. Elles exhalent le parfum du sang ostiaque. Ainsi, la matraque de Mélèze devint-elle le premier et expéditif instrument de punition et de répression. Ensuite, il y eut des supplices plus lents, la morsure cruelle du gel, l'eau glacée, la longue privation de nourriture, et si tu recevais une balle, il fallait t'estimer heureux. À présent, la lourdeur, la couleur, les piquants des rameaux et le parfum des matraques de Mélèze poursuivaient la mer. Il lui semblait que les matraques se déplaçaient elles-mêmes, laissant leur empreinte dans la neige, qu'elles battaient elles-mêmes les gens, qu'elles filaient toutes seules d'une rivière à l'autre, d'un village à l'autre, c'est-à-dire qu'elles finissaient par échapper à tout contrôle. Et comme des folles, elles battaient à mort tous ceux qui croisaient leur chemin. Cette page d'histoire donc n'a pu être tournée encore une fois que récemment, et encore, nos recherches n'ont pas réussi à combler les vides. Il y a un certain nombre de choses qui resteront malheureusement toujours mystérieuses. Enfin, en tout cas, c'est une affaire qui évidemment a occupé 9 tomes, qui devait rester secrète. C'est bien marqué sur les archives. Et il y a eu un jugement qui a été rendu avec 25 personnes qui ont été condamnées à différentes peines. Donc, en même temps, cet événement a été évidemment assez difficile à comprendre pour le pouvoir soviétique parce que les révolutionnaires pensaient que ces peuples étaient moribonds, qu'il fallait les sauver absolument, et le fait de se trouver face à des gens qui leur résistent, c'était évidemment quelque chose de tout à fait inattendu. Et il y a un autre moment de la soviétisation aussi qui est très important, c'est... Alors là, vous voyez, je vous ai mis une photo d'après, toujours à la base du Kazim, où se sont passés les événements. Je vous ai mis une photo où vous ne voyez que des femmes, puisque la plupart des hommes ont été en fait emmenés, et que vous avez là les grands guides de la Révolution, mais qu'il n'y a plus aucun homme. Donc un autre moment important aussi de la soviétisation, et ça va m'amener à mon sujet sur l'éducation, c'est l'internat. L'internat a été un rite de passage extrêmement violent, en tout cas pour les nénets de la toundra. Ça voulait dire, en fait, un abandon des vêtements traditionnels, un bain, des cheveux rasés, des vêtements russes, un nouveau prénom, une nouvelle nourriture et une langue marginalisée. Autant vous dire qu'on passait d'un enfant qui connaissait sa culture, qui avait une forme de connaissance, à un être qui finalement était un élève, qui devenait un élève, mais qui était passé par cette espèce d'eau purificatrice, un peu comme un baptême, et qui l'humanisait, parce qu'avant, on ne lui reconnaissait pas le statut d'humain. Et souvent, dans les archives des années 30, mais encore aujourd'hui, on peut l'entendre, quand quelqu'un ne parle pas russe, enfin, quand un enfant ne parle pas russe, il est muet. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne parle pas russe. Ou on peut entendre aussi « nous, on y объясняет, c'est pas человеческий », mais il ne parle pas humain. Ce sont des choses qu'on entend encore, alors que ce qui est frappant, c'est de voir que la plupart, moi, des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont dans les années 30, sont des gens qui parlaient 2 ou 3 langues et qui, après le système scolaire classique, ont fini par devenir tout à fait monolingues. Russe, évidemment. Et donc là, j'ai un texte aussi, parce que je pense que c'est important de donner encore une fois la parole aux intéressés. J'ai un texte que j'avais voulu absolument traduire, parce que c'est une femme, j'ai recueilli auprès d'une femme en 1944, Anastasia, une nénette de la toundra de Yarsalé, et qui recoupait ce que j'avais déjà beaucoup entendu sur mes terrains, à savoir le fait que des femmes étaient hantées par le bruit des ciseaux qui avaient coupé leur natte. Et cette femme, Anastasia, avait un rêve récurrent qui la hantait, et elle me l'a raconté. Des cheveux coupés, de jeunes cheveux d'un châtain très sombre tombent à terre. Épais, longs, ils se déversent en un flot ininterrompu. Je les admire, les lance en l'air. Légers, soyeux, ils ne cessent de tomber, comme la neige d'une nuit de Nouvel An, à l'infini. D'où proviennent autant de cheveux? J'ai tourné la tête, je veux regarder la source de ce torrent intarissable. J'ai légèrement bougé et cela m'a réveillé. J'en ai pas envie. Que s'éternise cet instant magique. Ce sont mes cheveux. Pourquoi me les coupe-t-on? Dans quel but? La mémoire m'a soufflé que ce songe a surgi de mon enfance. J'ai été emmené à l'école-internat. Je ne comprends pas le russe. C'est la première fois que je suis dans une maison de bois. J'y étouffe. Des enfants courent. Leur bruit résonne dans les murs. J'ai le sentiment que ces murs vont bientôt s'effondrer sous ce vacarme. Des petits de mon âge sont à côté de moi. Toutes les fillettes portent la même robe. Les garçons sont vêtus comme des jumeaux. Nous faisons la queue pour être tondus. Afin que nous n'ayons pas de poux, nos petites têtes doivent être vierges de tout cheveu. La file d'attente s'amenuise toujours plus.
Je ne reconnais pas ceux qui ont été rasés avant moi, qui est un garçon, qui est une fille. Je ne peux le deviner qu'à la tenue. Tous sont devenus chauves. Ils palpent leur crâne, certains dans un sourire, d'autres frappés de stupeur. J'ai très peur de rester sans cheveux. Que dirais-je à maman? Elle ne me reconnaîtra pas parmi toutes ces têtes chauves. Elle aimait faire mes longues tresses, mon chant sur ses lèvres. Tandis que je me remémorais le chant qui me berçait, mon tour est arrivé. Une éducatrice m'a assise sur une chaise. Celle-ci est si haute que mes jambes pendent dans le vide, à mi-hauteur des pieds de la chaise. Les bottes de feutre que l'on m'a données, trop grandes pour moi, glissent de mes pieds, bien qu'avec mes genoux, je serre de toutes mes forces les grandes bottes, l'une contre l'autre. Mes bottes s'échappent, mes jambes sont trop courtes. Je me suis couvert la tête de mes mains. L'éducatrice a brutalement retourné mes paumes, les a posées sur mes genoux. Les ciseaux émoussés ne peuvent venir à bout de mes tresses bien tressées. Ils se heurtent dans un grincement à mes cheveux. Ensuite, toute ma vie, ce bruit me hantrait. Sur le sol gisent mes deux tresses, jetées négligemment. J'ai glissé depuis la haute chaise. Je veux ramasser ces tresses inanimées, mais d'un coup de pied, l'éducatrice les a envoyées dans un coin. Le froid de la lame des ciseaux pénètre mon cœur, me transperce jusqu'au talon. J'ai commencé à avoir froid. Je ne suis qu'un tremblement. J'ai encore de nombreux cheveux. La tête me tourne, je suis prête à m'évanouir, des sueurs froides sur mon visage. À présent, je ne pense plus à mes pauvres cheveux. J'attends seulement d'être rasé au plus vite. Enfin, l'éducatrice me fait descendre de ma chaise. Est-ce la faute des bottes trop grandes ou de mon affaiblissement? Mais j'ai trébuché, des larmes ont jailli de mes yeux, comme un ru. On n'a pas le droit de pleurer dans un internat. Mais que puis-je faire si mon cœur pleure, si je n'ai pas la force de réprimer mes sanglots? Il faut pleurer sans bruit. Personne ne me prendra dans ses bras. Il y a seulement des rires et puis mon crâne nu que l'on caresse. Pourquoi pleures-tu, petite sotte? Il t'en poussera d'autres cheveux. Regarde-nous, tu n'auras pas de poux? Des filles ou des garçons virevoltent la tête rasée. Je ne peux reconnaître personne, je ne vois pas de visage, seulement des têtes chauves. Je me suis approché d'une glace, une femme aux cheveux gris qui m'y regardait. D'où venait-elle? Qui était-elle? Je tente de scruter, de découvrir les traces de cheveux cuivrés chez cette vieille femme, mais rien. Où et qui es-tu, fillette aux cheveux de cuivre? J'ai saisi les ciseaux de tailleur, j'ai coupé la franchideuse qu'on m'avait laissée au milieu du front et qui me rendait ridicule. Qu'as-tu fait? Demandent les miens. Je veux être à la mode. Ceux qui n'ont jamais été rasés de force ne me comprendraient pas. Donc ça, c'est une expérience évidemment partagée et qui a fait que justement on arrive par beaucoup de personnes et qui fait qu'on est arrivé justement à un autre modèle depuis la fin du régime soviétique. Dans ce contexte, encore une fois, extrêmement compliqué d'expansion industrielle qui fait qu'un certain nombre de familles soit sont restées sur place dans des conditions assez difficiles, que ce soit dans la toundra ou dans la taïga, soit ont été expropriées, notamment dans les années 80. Beaucoup de familles ont été expropriées par l'État sans aucune compensation. Donc, ce sont des situations extrêmement mitigées. Là, c'est mon dernier terrain 2011, et vous voyez que la forêt a un petit peu disparu, et que donc cette taïga ou cette toundra qui sont si grandes finissent par ressembler presque à des pots de chagrin, et que donc pour maintenir finalement la transmission des savoirs, la transmission des rituels, c'est très compliqué parce que ça veut dire pour les familles aller en ville quand on ne peut plus vivre dans la taïga ou dans la toundra. Enfin, quand j'ai la ville, c'est un village. Dans les villages, évidemment, on n'est pas dans le milieu où fait sens le savoir qu'on connaît, le rituel. Et donc les choses se perdent peu à peu, puisque la scolarisation, c'est à peu près 9 mois, pendant 8 à 10 ans, loin des siens si on est dans un internat, qui sont parfois situés à 100 km à peu près. Alors là, je vous ai mis une photo du campement de Tasmanov, le dernier où j'étais, parce que précisément, c'est quelqu'un Nicolas Tasmanov, qui maintient un mode de vie pour l'instant, tant qu'il peut. Il n'a pas de problème avec les gens du gaz et du pétrole, mais certains de ses voisins ont déjà eu des pressions extrêmement fortes. Et donc, c'est dans ce contexte que plusieurs intellectuelle autochtone. Ici, vous voyez Anna Nerkagi, qui a cessé d'être écrivain, parce que, comme elle me l'a dit, écrire trop longtemps est nuisible pour la santé. Donc, elle a décrété que, parce qu'elle voulait au départ aider les siens, et c'est pour ça qu'elle s'est mise à écrire. Et puis, elle s'est rendue compte que, finalement, elle s'enfermait pour écrire, elle se coupait des siens, et qu'elle devenait irritable lorsqu'on la dérangeait. Et donc, c'est pas comme ça qu'elle pourrait véritablement servir les siens. Et elle a eu un projet ethnopédagogique qu'elle a créé, qu'elle a commencé à mettre sur pied en 1998, et qui maintenant est devenue une école expérimentale qui regroupe essentiellement des enfants de sa famille et des orphelins, ou des enfants qui vivent dans des situations sociales extrêmement difficiles et qui lui ont été confiés, pour lesquels elle reçoit d'ailleurs de l'argent, elle ne s'en cache pas, et elle essaie de les maintenir dans la toundra,
de les former. Alors c'est une école donc évidemment qui rompt avec le système soviétique et qui est en 3 temps, puisque dans les petites classes, ils sont dans un village d'une vingtaine de familles. Ensuite, dans les classes moyennes, ils sont placés à 18 km à peu près de ce village de la Boravaia, dans ce qui ressemble à un campement, finalement, d'éleveurs de rennes. Et là, ils sont familiarisés, justement, avec l'élevage de rennes et, pour les garçons, et avec les travaux de peau et de couture pour les filles. Et la 3e étape, c'est encore plus loin, là, vraiment dans l'Oural polaire, où il y a on vit dans les conditions réelles. Et elle, ce qu'elle veut simplement, c'est finalement que les enfants aient le choix et que s'ils veulent rester dans la toundra, qu'ils restent, s'ils ne veulent pas, qu'ils aillent en ville, mais qu'en tout cas, que cette transition se fasse entre les deux mondes soit plus simple. Et donc, je la laisse parler aussi juste quelques phrases. Je me suis assigné la mission de montrer non seulement la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure profonde de la Terre. Parce que la beauté extérieure ne signifie rien sans profondeur. C'est pourquoi toutes nos classes vertes prennent une forme spirituelle et morale. Avec les enfants, nous partageons tout et désirons établir des relations chrétiennes entre les êtres au sein de notre petit État. Ici, nous nous efforçons de ne pas blesser, de ne pas boire, on a parlé d'alcool hier, de ne pas blasphémer et, dans la mesure du possible, de nous aimer les uns les autres, de pardonner. Nous vivons selon ces principes. Tel est le but essentiel de cette école. Faire preuve de compassion envers ses enfants orphelins, tout est simple, il n'y a rien de superflu, seulement la nature et la présence divine. Je ne veux pas juger le monde, quel qu'il soit aujourd'hui, il est son monde. Bon, on a compris qu'elle est évidemment extrêmement religieuse. Au départ, je l'ai connue chamaniste. Bon, maintenant, elle est plutôt du côté orthodoxe. Et donc voilà le territoire qu'elle a conçu, cette espèce de petit État qui est Zemlya-Nadej, je dis la terre de l'espérance, avec donc des églises orthodoxes. Et vous avez une autre expérience, et je terminerai là-dessus, une autre expérience d'école qui a été créé par Yuri Vela, qui est un aînesse des forêts, qui est éleveur de rennes, poète, enfin il écrit à ses heures quand il a le temps, et quand il n'a pas de problème avec les compagnies pétrolières, et qui lui a créé dans la taïga des écoles, d'abord pour ses enfants, et pour ses petits-enfants, puis pour les voisins. Alors ça a été assez difficile de convaincre la population parfois, mais aussi les autorités qui ne voyaient pas l'intérêt de ce projet. Mais finalement, les choses se sont mises en place. Il a trouvé des enseignants aussi pour venir 1 an, voire 2 ans parfois assurer l'enseignement, où il y a bien sûr l'enseignement général, mais aussi des choses que l'on ne peut apprendre que sur place, qui sont liées encore une fois à la connaissance de la nature, aux rennes, à l'élevage de rennes. Et puis, il y a une 3e école aussi qui a été créée, mais qui malheureusement s'est arrêtée en 1998, faute de soutien financier, qui était une école qui se passait uniquement en langue autochtone, en khanty, et qu'on appelait Cash, et qui a été créée par Olga Moldanova-Kravchenko, et qui avait vraiment pour principe non seulement de montrer les principes éthiques justement de société, mais de les professer, enfin de les enseigner. Voilà, donc notre travail pour terminer, c'est recueillir véritablement cette parole et essayer de soutenir aussi toutes ces expériences autochtones, qu'elles soient satisfaisantes ou pas, mais par rapport à un pouvoir, qu'il soit local ou central, extrêmement pressant et qui évidemment n'a pas la même éthique. Et je voulais peut-être juste terminer sur une dernière citation, enfin sur une prière plutôt, qui est celle d'une khanty, Valentina, et qui correspond assez bien à l'humeur du temps, enfin de mon dernier terrain. Tous disent que les khanty ne sont plus, ridules biffés du visage de la terre, abîmés dans l'oubli. Le tambour qui bat, le plongeon qui vole vers nous. Ils ont gagné ces confins interdits afin d'y intercéder pour nous. L'empreinte maternelle s'est fossilisée, la trace du traîneau est tombée en poussière, leur voix est à peine perceptible, que j'entends en songe, tel un écho lointain. Je rêve encore, sentant la glace fragile sous mes pieds, et tantôt je tombe, tantôt me relève, répétant les paroles de la prière de mon grand-père, « Toi qui es entre Dieu et les hommes, arrête cette chute insensée. » Voilà, je vous remercie.